bonjour à tous. Je reviens rapidement sur ce qu'a dit Michel. L'image, elle est omniprésente. En tout cas, moi, depuis que je suis entraîneur, j'ai toujours fait de la vidéo. On a toujours essayé d'analyser la vidéo, etc., etc. Et là-dessus, en tout cas, depuis tout le temps, l'École nationale de voile, par son service recherche, a toujours été un peu en avance. Avec, à mon avis, un premier passage quand on a commencé à enregistrer l'activité à bord et à avoir et l'image et le son, parce que l'enregistrement de l'activité à bord, ça a toujours aussi été, ça a toujours fait partie d'une interrogation de l'entraîneur. Donc tout ça pour dire que en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, au regard des outils qui sont mis sur le marché, je n'étais pas nécessairement satisfait de ce qu'on me proposait, que le caméscope étanche, oui, il est là, oui, c'est pas mal, mais en même temps, on ne peut pas zoomer. En même temps, à chaque fois qu'on le prend, c'est à un moment donné, on n'est plus en train d'entraîner, mais on est en train de filmer. La présence de quelqu'un à bord, comme l'équipe de France le propose avec Lionel Cotin, qui va filmer les moments que tu souhaites, il n'est pas là tout le temps. Alors que l'événement qui nous paraît à un moment donné intéressant est en train de se produire. Et quand on entraîne, alors sur l'Olympiade qui est passée, sur Londres, j'ai eu la chance d'entraîner un équipage en star. Je ne connaissais pas le bateau, donc c'est vrai que pour m'approprier le bateau, il fallait que je sois très concentré, et en même temps, il fallait que j'ai des outils permettant de restituer ce que je pouvais voir à l'équipage. Et c'est vrai qu'ils étaient demandeurs de mon point de vue, demandeurs de vidéos, demandeurs de photos, sauf qu'à chaque fois que moi j'avais un moment qui me paraissait intéressant, j'étais obligé de quitter l'objet des yeux pour aller prendre mon caméscope, pour aller prendre l'appareil photo, de le sortir, de l'allumer, même s'il était en veille, hop, je faisais la photo, je faisais ma vidéo. Et donc, voilà. Donc déjà, j'étais pas satisfait pour ça. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, on partait sur des séances qui étaient très longues, vu qu'on était, je pense que la plus courte des séances a peut-être duré 3 heures. Sinon, c'était fréquent de se retrouver 5 heures de suite sur l'eau. C'était des coureurs de très bon niveau, donc ils avaient une grande capacité à revenir sur ce qu'ils avaient fait. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pertes en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on s'arrêtait, on faisait des essais de voile, des essais de vitesse. Donc tu es là, hop, tu arrêtes, tu discutes un peu. Et malheureusement, on n'était pas en mesure, on ne réussissait pas à le faire, à transmettre l'image ou la séquence en direct à l'équipage pour que globalement, ils puissent aussi voir ce que je vois. Parce que c'est bon, voilà. Ah non, il y a peut-être tout le monde ne fait pas de la voile. Donc la particularité en voile, c'est que l'équipage, lui, a une vision, l'entraîneur en a une autre, et l'équipage, il n'a absolument pas la vision de l'entraîneur. Par contre, ils ont besoin de notre vision pour pouvoir comprendre comment les voiles sont réglées, etc. Donc voilà, donc il y a cet aller-retour qui est permanent, et moi j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de pertes en ligne. Donc dans la discussion avec mon entourage, etc., on a commencé à imaginer ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, qui s'appelle le kit main libre, avec un certain nombre d'opportunités qui se sont créées, entre autres avec l'association avec l'Université de Bretagne Sud, qui est rentré dans le projet, et l'école d'ingénieurs qui est basée sur Lorient. Il y a eu l'École nationale de voile qui a trouvé le projet intéressant pour l'accompagner. Et après, c'est
c'est la définition d'un cahier des charges et nécessairement un temps entraîneur qui n'est pas le même temps que le temps pour l'université ou les étudiants et des retards qui sont pris et qui fait que quelque chose qui pour moi aurait dû être fait en 2012, on se retrouve en mars 2013 avec l'outil en pièces détachées mais qui est vraiment très très proche de fonctionner. Donc aujourd'hui malheureusement on n'est pas en mesure de montrer l'image. Par contre cette réflexion induit plein d'autres choses et entre autres le fait de modifier j'allais dire le bureau de l'entraîneur, en tout cas son espace de travail, parce que tout d'un coup la caméra elle va plus être au fond du bateau et sera au-dessus de nous, qu'on va la piloter autrement, qu'il va y avoir un retour sur une tablette, que la tablette c'est quelque chose qui va pouvoir circuler. Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui vont venir s'ajouter les uns aux autres et qui va, pour moi, modifier aussi notre façon de travailler en l'enrichissant, je l'espère. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Jean-Jacques. Donc peut-être autour de Thierry. Et donc tu as dit que en fait l'interprétation d'une même situation, c'était pas la même pour le coureur et pour l'entraîneur. Mais j'ai l'impression que pour le chercheur associé, c'est pareil. Donc ce que je vais te demander, c'est un petit exercice peut-être compliqué, c'est formuler toi les besoins que tu as perçus chez Jean-Jacques. C'est-à-dire comment tu as compris le besoin qu'avec Jean-Jacques et quelle réponse a été faite par rapport à l'expression de ces besoins. Alors, chez Jean-Jacques, j'ai perçu une grande détresse. donc, on a commencé par faire du social et avant de faire de la technique. Non, mais ça, c'est, je dirais, si on se place d'un point de vue professionnel et vis-à-vis des étudiants qu'on va former à être professionnels là-dessus, c'est Jean-Jacques, je le considère comme un client. Donc, j'écoute le client, il s'exprime avec ses mots à lui, avec ses mots d'entraîneur. Donc, c'est pas toujours nous, il faut qu'on s'adapte aussi à ses mots, on essaye de visualiser les situations, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer de le traduire en termes techniques. Et ce cahier des charges, ce besoin client, on va le traduire en cahier des charges techniques. Et à ce moment-là, les techniciens, les ingénieurs, ils vont pouvoir travailler dessus. Donc on fait une traduction. Donc par rapport à j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question. Par rapport à ce projet-là, nous, ça nous a donné l'opportunité de travailler avec un milieu qui est sympa, qui plaît aux étudiants. C'est sûr que par rapport à Jean-Jacques, forcément, il n'a pu être que déçu, parce que c'est vrai que les étudiants ne travaillent pas du tout au même rythme que le souhaite le client, parce que déjà, ce sont des novices. Déjà, ils ne sont pas à 100% de leur temps sur le projet, sauf au niveau du stage. Donc, et puis surtout, quand on a commencé à définir le cahier des charges et l'expression des besoins et le cahier des charges, c'est vrai qu'on s'est un peu envolé. Tout de suite, c'est un projet qui m'a bien plu, je suis bien rentré dedans et je me suis pris au jeu. Donc on est allé un peu loin, on a beaucoup extrapolé. Et là, on commence à réatterrir, à être beaucoup plus posé sur le projet, ce qui a amené à déjà une troisième version, on va dire, une troisième fabrication qui, elle, on touche au but de la réalisation. Peut-être Jean-Jacques, là, montrer, en fait, on parlait d'étapes, ça va être quoi l'étape 1 ? Ça a été quoi Non, mais c'est quoi le premier résultat, en fait ? Première étape, on a dit qu'elle était... Nous, le première étape, c'était d'avoir quelque chose... Attends, je vais peut-être formuler différemment. À partir de quand tu vas pouvoir utiliser cet outil et quels seront... comment ça va marcher, en fait ? Dans quelques jours, dans quelques mois, ça va se traduire comment ?
Alors, on s'est donné rendez-vous lundi 7 avril. Donc le 7 avril, qu'est-ce qui va se passer? 7 avril, normalement, l'ensemble du système devrait être assemblé avec donc un flux vidéo qui va arriver sur une tablette. Voilà, ça c'est ce qu'on attend. Donc c'est basique, ça paraît basique, hein. C'est vrai que c'est beaucoup de choses pour au bout du compte se retrouver avec un caméscope et une tablette déportée. Mais le caméscope est de meilleure qualité, la stabilité sera meilleure, la possibilité de zoomer sera réelle. Donc voilà, le fait d'être sur une tablette, pour moi, ce que ça va apporter, c'est le fait de pouvoir arrêter un entraînement et de revenir sur une séquence qu'on a choisie pour... alors après, ça peut être basique en disant un virement de bord, mais par exemple, si je reviens sur l'activité que j'ai eue 2011-2012 avec les stars, ça aurait été de dire, hop, on est en train de faire des essais de voile, et là, regardez les voiles, et de pouvoir donc... sur la tablette, parce que c'est aussi un développement dont on ne parle pas là, c'est le fait de pouvoir, sur la tablette, séquencer en direct. C'est-à-dire que normalement, le flux va passer via le logiciel d'Artfish dont le NV est équipé, et on va pouvoir séquencer et commencer à trier la vidéo de l'entraînement. Donc, deux effets pour moi importants, c'est un, pouvoir sur l'eau défaire la tablette, la montrer, et deux, on a terminé l'entraînement, vu que j'ai séquencé pendant mon entraînement, je peux rapidement faire le débrief sans me retrouver avec 1 heure de film pas trié en disant ah oui, au fait, c'est quel virement de bord que tu veux revoir, c'est quel moment particulier que tu veux revoir, etc. etc. Voilà, donc c'est l'objet. Voilà, ça c'est l'étape 1. Donc rendez-vous le 7 avril est donné. Donc j'espère que nous on est en entraînement avec l'équipe de France de Sonar, donc on va se servir de la série pour faire les premières images. D'accord. Bon, alors la première étape de la table ronde, c'est l'identification de ce projet ou la présentation de ce projet. Et alors peut-être ce que je proposerais, c'est que Pierre, à partir d'un diaporama, tu puisses présenter en fait ce qu'il est possible de voir par ailleurs, hein, présenter quelques outils qui seraient éventuellement susceptibles de répondre à la question qui nous était posée cet après-midi. C'est en fait comment on peut faire pour analyser quasiment en temps réel, quoi. Bonjour, donc ça c'est une très vaste question. En tout cas, ce que je vois sur la table, c'est un travail qui va dans le sens d'une brique technologique indispensable. Et à la vidéo, il y a une dimension effectivement sportive, il y a aussi une dimension de communication importante, quoi. Il suffit de regarder la Volvo Ocean Race par exemple, où aujourd'hui il y a un Mediaman qui est un navigant complètement associé à la vidéo. Donc j'imagine que les équipes ne se contentent pas uniquement de regarder les images en termes de communication, mais aussi dans l'analyse de la concurrence. Donc la vidéo aujourd'hui est un point incontournable. Ça, c'est sûr. Et là, je vois que c'est vrai que c'est un développement ambitieux et important. Ce que je vois sur la table, c'est qu'effectivement, il y a un vrai travail d'ingénierie. On voit de la gyrostabilisation. Et ça, c'est des éléments qu'il faut tout de suite prendre en compte dans le cahier des charges, parce que les bateaux bougent. On est tout le temps dans le bruit. Et autour de la caméra, autour de la vidéo, on va avoir toute une périphérie de capteurs qui vont enrichir le système d'information. Et clairement, aujourd'hui, un système d'information pour les gros bateaux sur lesquels je travaille, on ne peut pas se passer de vidéo. Et par contre, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et des choses qu'on ne voit pas, on essaye de les capter avec d'autres capteurs. Et ce qui est important, je pense, dans un développement comme celui-ci, ça va être peut-être en phase 2, et je pense que vous avez dû certainement l'analyser, c'est surtout de synchroniser l'environnement, c'est-à-dire les capteurs. C'est-à-dire que la vidéo, elle est essentielle,
Par contre, elle peut devenir complètement inutile si on n'a pas une synchronisation temporelle des images par rapport à la mesure. C'est vraiment là qu'on va aller chercher les points je dirais que dans la prochaine étape, les points de fonctionnement pour l'entraîneur, ça va être de savoir où il se trouve en référence de temps par rapport à une mesure périphérique. Pour prendre un exemple concret, si je veux savoir quelle tension j'ai dans l'étai au moment où je surborde telle ou telle voile, bon, il faut qu'on puisse s'y retrouver. Ça, c'est vraiment le point important. Parce qu'on a aujourd'hui des systèmes d'information extrêmement puissants qui font qu'on peut vite se noyer dans l'information. Donc la synchronisation des événements est importante, quoi. Et ça va concerner aussi bien la vidéo que tout le système périphérique pour se retrouver se retrouver positionné géographiquement sur une trajectographie, sur un graphe quelconque de capteur et la vision vidéo. Pour avoir un point de comparaison, alors c'est sur l'hydroptère, on avait instrumenté donc avant le record des 50 nœuds, l'hydroptère il y avait 60 capteurs en ligne et 7 caméras vidéo. Donc 2 caméras en tête de mât, 2 caméras sur les foils et une caméra plan porteur, et puis les autres, je ne sais plus ce que c'était exactement, avec derrière des enjeux de mesure, d'enfoncement de foil. Voilà. Donc c'est déjà on travaillait beaucoup sur le sujet. Sur la coupe de l'América, la vidéo aujourd'hui elle est embarquée à tous les niveaux, sur des boules gyrostabilisées, sur le bateau, et on a vraiment une vision live où on est vraiment capable d'analyser la concurrence, puisqu'on les voit travailler. On voit pratiquement les écrans aussi. Donc voilà. Je peux dire un petit peu sur la vidéo. C'est clair que bon, il va y avoir aussi un travail. Je pense que l'aspect tablette, là, ça c'est un aspect important. L'ergonomie derrière de traitement est vitale. Moi, l'approche que je peux avoir en mesure sur les bateaux, c'est que c'est un environnement extrêmement difficile. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que, à travers vos travaux, c'est que ce qui se faisait sur les gros bateaux, maintenant se fait sur les bateaux olympiques. Il y a un vrai transfert de techno par les compétences universitaires. Il y a une vraie joint venture de plein de gens compétents pour arriver à du matériel qu'on trouvait sur des hydroptères il y a 5 ou 6 ans et qui aujourd'hui vont débarquer sur les NACRA. Voilà. Ouais, donc, tu parlais de la première étape, donc je pense que je l'ai présenté. Après, la deuxième étape, c'est déjà de fiabiliser l'outil. Donc on en parlait tout à l'heure avec Thierry. Mais en même temps, dans la conception de cette version-là, on ne pouvait pas ne pas réfléchir à la suite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire, voilà, je veux juste de l'image gyrostabilisée avec une tablette en retour. Il fallait nécessairement qu'on se dise, mais est-ce qu'on permet à cet outil-là d'aller plus loin, et dans le plus loin, qu'est-ce qu'on peut associer à tout ça? Donc, c'est sûr que ça phosphore. Hein. C'est pas très dur de phosphorer en réalité. Mais voilà, donc, vu que le système, c'est un système réseau avec un système Wi-Fi associé et tout, on imagine pouvoir récupérer le flux venant du bateau que l'on entraîne. Il y a une caméra réseau sur le 4.7. On enregistre ce qu'ils font, leur activité à bord avec son et image, et on le récupère sur le ZOD. Et l'entraîneur, il a directement ça sur la tablette. Donc les possibles sont larges. Maintenant, il faut que ça reste gérable. Donc c'est pour ça que je disais que ça va transformer de façon importante l'espace de travail de l'entraîneur. Et voilà, donc avant de passer à, si on appelle ça la deuxième, la troisième étape, réussissons la première, réussissons à faire que les entraîneurs s'approprient l'équipement en question,
Et une fois que ça sera approprié, installé, comme ça a pu être le cas à un moment donné avec les centrales météo qui ont été mises sur les bateaux entraîneurs, c'est possible qu'au début, on dise ouais, et à la fin, finalement, on est content de l'avoir parce que ça nous enlève ce que tu disais, Michel, ça nous enlève une tâche. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait de m'arrêter, en petite anecdote, mais autour de la mesure du vent, en tant qu'entraîneur, le fait de m'arrêter, de devoir prendre ma girouette, mon compas, mon anémo, ça me fatiguait. Ça m'enlève de la concentration et dans le cadre de la préparation des Jeux d'Athènes avec Damien Seguin en 2.4, il me dit ouais, j'aimerais quand même que tu me fournisses plus d'éléments vent, quoi. Et parce que a priori je lui en transmettais pas assez, moi ça me suffisait. Et donc c'est lui qui à un moment donné a été acheté une petite centrale tactique qui n'était pas asservie à un GPS, donc j'étais quand même obligé de m'arrêter pour prendre le vent, etc. Mais j'avais la donnée vent et anémomètre sur mon petit compas tactile devant moi. Voilà, donc je lui transmettais l'information, il était content. Donc voilà, c'était l'outil de feignant de base que je suis. Et ce qui fait que moi, ça me permettait de rester dans l'accompagnement que je faisais, dans la concentration que j'ai besoin pour pouvoir aider en fin de journée le coureur à débriefer de sa manche. Ou, voilà. Peut-être Polo, je me suis peut-être perdu, quoi. Dire un petit mot sur ce qui a été développé en matière d'accessibilité de vent. Et c'est un outil qui est directement utilisable par l'entraîneur. Dire un tout petit mot là-dessus. Ouais, le projet au départ, il était double. C'était effectivement donner une info à l'entraîneur, mais surtout c'était de récupérer l'info vent de l'entraîneur de manière automatique. Parce que, comme disait Jean-Jacques, avant, c'était des relevés à la main et puis noter sur un cahier. Donc, s'il faut récupérer les cahiers de tout le monde et pour essayer d'avoir une idée de comment était le vent sur le plan d'eau, c'est pas gérable. Donc, il y avait cette double utilité, avoir un système qui enregistre donc pour des traitements derrière par rapport aux différentes modélisations, mais donner aussi un vrai service à l'entraîneur. Donc, à chaque fois, sur l'équipement, dès qu'on touche au bateau entraîneur, il faut avoir cette double logique. Sinon, si c'est que une contrainte pour l'entraîneur pour récupérer de l'information, c'est pas utilisé et donc c'est pas productif. Il faut que l'entraîneur il y trouve un intérêt lui au quotidien dans son travail, quoi. Repasser la parole à Thierry. Pareil, avoir un regard critique de ce qui a été fait et dire ce que dès à présent il te semble possible, quoi. Où on en est dans le projet, qu'est-ce qui va être utilisable de manière rapide, faire un petit point sur l'avancement de ce projet. Alors de ton point de vue. Le point d'avancement, ça va être ce que disait Jean-Jacques, ça va être de déjà valider le premier cahier des charges, donc pour répondre aux besoins initiaux de Jean-Jacques. Cette phase-là passée de mon côté, ça va être du côté des entraîneurs d'éprouver le système, de le fatiguer, de voir ses faiblesses. Et à part ça, je dirais sur la phase 2 qui était énoncée par Jean-Jacques tout à l'heure, pour moi, la phase 2, elle a un peu commencé. À savoir qu'avant d'aller vers les besoins de la phase 2 des entraîneurs, avec des étudiants, on commence déjà à déblayer le terrain, on a pensé à faire du traitement d'image. Donc on va mettre typiquement un étudiant pas longtemps sur le traitement d'image pour déblayer le terrain, voir ce qu'il est possible de faire, etc. Et suite à cette veille technologique, je rapporte ça aux entraîneurs. Et puis derrière, forcément, ça va apporter des idées, ça va apporter de l'eau au moulin. Et puis ça va conforter ou infirmer des hypothèses qu'on avait faites de travail pour la suite. J'ai quelques questions, certainement parce que je suis néophyte dans la voile. Mais la première chose, c'est
quels sont les changements réels que l'entraîneur compte percevoir par rapport à ce qu'il a déjà, en fait? C'est-à-dire, c'est certainement peut-être parce que j'ai mal compris au début, mais quel est mis à part que ça va l'aider dans ses routines à se concentrer sur d'autres aspects, comment il va pouvoir après trier ces 3 heures de film? Quelles sont les réelles, quelles avancées il en attend? Pour moi, en tout cas, voilà. Moi, je le fais avec 2 objectifs. Alors, je parle de moi. On est plusieurs, hein, parce que là, il manque quelqu'un. Il manque à Olivier Le Rouge, qui travaille à l'École nationale de voile aussi, avec moi, qui travaille aussi plus particulièrement sur la vidéo, donc qui travaille plus particulièrement sur le traitement de l'image et l'enrichissement de l'image et l'analyse qu'on peut faire derrière. Mais donc voilà, mon objectif, il est double. Un, c'est pouvoir, à certains moments, interrompre l'entraînement et amener quelque chose de factuel aux coureurs. Donc ça, c'est aujourd'hui, quand moi j'arrête un entraînement pour discuter avec le coureur, c'est une discussion. C'est-à-dire que moi, je donne mon point de vue et il va me donner le sien. Donc c'est vrai que dans le cadre d'essais de voile, parce qu'on est sur la préparation d'un événement particulier, etc., et on doit passer pas mal de matériel, même si on fait des photos, même si voilà, on essaye de redonner au mieux ce qu'on fait, ça n'empêche qu'on travaille beaucoup sur la mémoire, parce qu'on va dire, ah oui, rappelle-toi là, ce moment-là. Alors que le même outil en disant on fait un essai, on arrête. Alors c'est sûr que ça va modifier sa façon d'entraîner, vu qu'il va y avoir l'arrêt. Alors si on se travaille à 2 bateaux, qu'est-ce que fait l'autre bateau? Donc c'est sûr qu'il va y avoir nécessairement une modification de l'implication. Donc ça, je ne sais pas comment ça peut être perçu aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est que c'est vrai que quand on a passé 3, 4, 5 heures sur l'eau, qu'on doit faire du débrief, que dans le débrief, toi, tu speed pour pouvoir traiter ton image, essayer de séquencer rapidement pour pouvoir amener à la bonne image, en tout cas à la séquence qu'il veut, et de s'entendre dire, ah oui, mais moi, c'est pas ça, rappelle-toi, c'est le 3e virement, ou c'est à tel moment de la régate, ou c'est à tel moment de l'entraînement, et toi, tu te dis, mais non, mais ça me dit rien du tout. Parce que, voilà, donc c'est aussi la possibilité, à un moment, de mieux séquencer, de mieux organiser, de façon à passer plus de temps ou de temps efficace au débriefing le soir. Voilà, parce que on a des fois des journées un peu à rallonge. Et mon autre question, qui est autant du point de vue de l'entraînement que du point de vue, je vais dire, plus technologique, c'est pourquoi l'athlète ne disposerait-il pas directement de sa propre tablette embarquée en même temps que l'entraîneur? Est-ce que ça apporterait quelque chose pour l'athlète? Pour les essais de voile, par exemple, j'imagine bien que si c'est l'entraîneur qui est à l'extérieur, est-ce que l'athlète ne pourrait pas lui aussi avoir sa tablette et qui dire tiens, bah là, pour une fois, je clique sur ma tablette et puis on en parlera ce soir au débriefing? J'y avais pas pensé. Non, faut pas déconner quand même. Si l'entraîneur n'a pas la donnée, non, réellement, j'y avais pas pensé. Pourquoi pas? Voilà, maintenant, c'est plus des problèmes d'encombrement, de place, etc. C'est sûr qu'en 4-7, en Forti, alors en Star, ça aurait été possible, mais le bateau n'est plus olympique, en tout cas à ce jour. Et ça aurait été possible. Je pense qu'il y a très peu de supports olympiques qui permettraient au coureur d'avoir sa tablette. Mais le fait de pouvoir la passer, c'est aussi de revenir dessus. Il y a nécessairement... Il y a de toute façon des choses à faire en termes d'ergonomie de travail et de développement là-dessus, quoi.